Place au parti pris. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour le parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Ruth, parce que vous nous dites souvent les ventes de livres. Quand on se rend dans les librairies, quand on regarde les ventes de livres, ça nous en dit beaucoup sur le climat d'un pays. Vous vous êtes penché sur ce classement des meilleures ventes. Et vous nous dites, c'est riche d'enseignements. Bah oui, c'est frappant de voir à travers la liste des livres les plus vendus une forme de baromètre de l'opinion. Et ce qu'on y découvre n'est pas très surprenant. La polarisation de la société, la radicalisation des idées. Dans les 2 hebdomadaires les plus lus, qui dressent des listes des plus vendus, l'Express et Le Point, on va voir les listes, arrivent en tête en effet des essais et documents. Le livre de Jordan Bardella d'abord, Ce que veulent les Français, où il relate les rencontres, ses rencontres avec des Français amers ou inquiets. Il y devance de peu le dernier livre d'Éric Zemmour, La messe n'est pas dite, sous-titré Pour un sursaut judéo-chrétien. Donc on va voir les listes. Et il laisse juste derrière. Il y a un petit problème en régie sur les illustrations, mais d'accord. Voilà, vous nous dites les 5 premiers. Bah. Voilà, il laisse derrière Philippe de Villiers et son populicide, qui prévoit rien de moins que la disparition de la culture et du peuple français. Et entre les 3, s'intercale le livre de Gabriel Zucman. Les milliardaires ne payent pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin. Vous avez compris, 3 best-sellers qui déplorent le laxisme de notre démocratie libérale devant l'insécurité et l'immigration et décrivent un besoin d'autorité forte et décrivent une, je cite, islamisation de la société. Qu'est-ce que c'est ? Je rappelle que le Rassemblement national dépasse les 33% dans les sondages. Donc meilleure vente, Bardella, Zemmour, Philippe de Villiers. Absolument. Et il y en a d'autres un peu, j'ai pas tout cité. Même éditeur, on va y revenir. Voilà, on a une première image des 4 premiers. Et intéressant parce que il y en a 3 qui sont vraiment très à droite. Et de l'autre côté, c'est intercalé. Il y a l'intrusion de ce plus minoritaire mais très vocal et activiste livre de Gabriel Zucman, La nouvelle égérie de la gauche, qui raconte une société pillée par ces ultra-riches auxquels il faut rendre gorge. Les idées de LFI, donc, même s'il perd du terrain, qui se retrouvent malgré tout comme point de repère. Alors, j'utilise des mots, et notamment rendre gorge, parce que ces expressions, elles sont brutales, mais parce que qu'est-ce que c'est ce classement ? Il montre de la part des lecteurs l'envie d'idées tranchées. D'idées qui outrepassent même leur malaise existentiel. Ils n'ont plus confiance dans les institutions. Les technologies vont trop vite, ils se sentent déclassés, ils veulent des responsables, ils veulent des raisons simples et univoques pour justifier leur colère. Alors attention, je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas. Hein, ces livres, finalement, ils répondent à une forme de demande, ils viennent pallier l'absence de prise de position ou de pouvoir politique ou de décision claire. Ça, c'est vrai. Mais ce que je regrette, c'est l'excès. C'est la violence du contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces livres, ils viennent conforter une forme de vision du monde univoque. Tout s'effondre à cause du multiculturalisme. Ou alors, le grand capital confisque tout. Pourquoi donc se battre ? Vous voyez, acheter ces livres, les posséder, ça devient un acte militant. C'est une affirmation identitaire. Alors, elle est renforcée par les algorithmes, les réseaux sociaux, par des médias d'opinion. Et face à ces discours si structurés, disons-le, au talent d'écrivains, de marketing des auteurs et des éditeurs, notamment Fayard pour les 3 principaux très à droite, c'est difficile de rappeler quelques vérités simples. Par exemple, que le concept judéo-chrétien brandi en étendard par les défenseurs de l'Occident renie toute la part d'Orient qui existe dans la culture et dans l'histoire européenne. Et que les djihadistes, ça représente pas, même si ils sont extrêmement dangereux, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, vous le savez bien aujourd'hui, une part monstrueuse mais minoritaire de l'islam. Que l'immigration d'aujourd'hui est certes incontrôlée et c'est dangereux, mais que demain, on va faire aussi face à un déclin de la natalité. Donc, que par ailleurs, si on veut parler de l'autre côté, que les têtes de Turcs sont devenues les grandes fortunes, créent de la richesse, de l'emploi, de l'attractivité du pays, que la créativité fiscale, c'est pas seulement un sport, mais que ça a des conséquences directes, concrètes sur l'attractivité et l'image de la France. Vous voyez, mais quelle place pour la nuance, pour la pondération, pour la connaissance
pur et non idéologisé. Et les discours modérés, ils sont tièdes, ils apparaissent comme tièdes, ils apparaissent inopérants. C'est ça en réalité qui frappe. Et c'est ça. On a l'impression que tous les discours, modérés, nuancés, on pourrait dire. Exactement. Ça ne marche pas. Alors, j'ai envie de dire que c'est pire, c'est même incompréhensible. Si vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on entend la droite et les centres libérales qui entendent taxe, et c'est difficile de le nier. La gauche extrémiste qui dit trahison. Moi, je vais vous dire, j'étais absente ces derniers jours, j'ai du mal à y voir clair. C'est ça le problème. On va vous raconter. Non, mais voilà, j'ai compris. On était présents, on n'a pas mieux compris. J'ai compris mais il faut au moins 3 heures. Il faut au moins 3 heures. Ce que je crois, c'est que la clarté et la fermeté ne doivent pas rester l'apanage des extrêmes. D'une certaine façon, on attend les écrivains talentueux qui nous expliqueront comment mettre fin à cette fragmentation de la société. On a des analystes brillants, on en a eu sur ce plateau, mais on attend des polémistes nuancés. Vous allez me dire, c'est un oxymore, c'est-à-dire 2 mots contradictoires. C'est vrai, mais pourtant... Oui et non. Mais voilà, pourtant, on en a besoin. Le débat d'idées n'est pas forcément un débat des extrêmes. Exactement. Et on attend qu'il soit affirmatif, qu'il soit fort, qu'il soit clair, parce que une opinion nuancée peut être ferme et claire. Bon, à part ça, je sais que c'est une chronique politique, mais quand même, je vous rappelle que le best-seller, toute catégorie, c'est Astérix en Lusitanie. C'est vrai. C'est 558 000 exemplaires. Les Gaulois volent au secours d'un peuple sous domination romaine. Et puis, c'est la saison des prix littéraires. Alors, n'hésitons pas à lire des romans, parce qu'ils parlent aussi de notre époque. Et au moins, les personnages sont détestables ou admirables. Ils sont bourrés de contradictions. Ils sont complexes, comme la vie et le monde d'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Et puis, on peut parier que les prix littéraires vont propulser les ventes des romans devant les ventes des essais. On verra. Bon, c'est Abnouz. Écoutez, d'abord, c'est pas moi qui vais dire ne lisez pas de la littérature. Je vais dire précipitez-vous sur les livres, ça vous sauvera la vie si c'est à long terme. Et ça, au moins, c'est un programme de long terme. Mais vous savez, d'abord, cette liste dit quand même le fait que c'est de France, de monde qui se regardent, parce que ce qu'on vit ici, on le vit aussi aux États-Unis, dans tout l'Occident. Oui. Je veux dire, en gros, Zuckman face à De Villiers, c'est quand même c'est quelque chose qu'on peut retrouver partout. Je prends De Villiers, je pourrais prendre les 2 autres, mais ça c'est intéressant. Mais d'autre part, si ces livres-là deviennent des lectures refuges pour quand même des Français qui sont pas crétins, et on fait de temps en temps des pubs hallucinant pour certains bouquins, ils marchent pas. C'est que les Français vont y chercher quelque chose. Bien sûr. Et est-ce qu'ils ne vont pas chercher refuge dans cette livre-là parce que la majorité des médias dits mainstream n'arrivent pas à justement mettre ces questions-là sur la place publique sans justement tomber dans l'hystérisation et sans justement avoir ces 2 pôles extrémistes. Non, il faut des immigrés de partout, il n'en faut pas du tout, ce qui ni l'un ni l'autre n'ont de sens. Et que dès que quelqu'un dit oui, mais... etc. C'est pas que ça devient pas audible, c'est est-ce qu'il y a de la place. Les médias et les politiques. Et les politiques surtout. Et regardez le Parti socialiste. Ils ferment les yeux sur beaucoup de sujets. Mais regardez par exemple le Parti socialiste aujourd'hui est en vogue. Essayez. Alors que ça va de sa survie, qu'ils puissent dire on va réguler l'immigration, ça paraît une opération impossible. Donc ces livres deviennent des livres refuges. Pascal ? J'étais au salon à la foire du livre de Brive, la 43e. Oui. Alors, il y a eu un succès formidable pour tous ceux qui produisent de la fiction. Ça, donc, il y a des gens qui cherchent à se... Mais oui, ça fait plaisir parce qu'il y a quand même des plumes. Il y a des gens qui racontent des histoires, qui permettent de rêver. Le thème cette année, c'était aussi la lecture comme un outil thérapeutique. Il y avait des médecins qui était là, qui expliquait comment la lecture, la fiction, ou la littérature est un outil de respiration pour ceux qui sont malades. C'est un outil de traitement. Et puis à titre strictement personnel, moi j'ai passé mon week-end à côté de Philippe Martinez. On était très serrés l'un à côté de l'autre. On n'a pas les mêmes idées. Mais on a passé un week-end super à rigoler et on est parvenu à démontrer aux gens qui étaient là, qui venaient nous voir, que le dialogue républicain est toujours possible. Donc il n'y a pas que la polarisation. Exactement, et c'est ça qu'il faut rechercher. Avant votre parti pris, vous parliez des médias sur la tempête à la BBC sur le terrain de l'information. Et ça, c'est vraiment passionnant. Votre parti pris, Pascal, votre parti pris économique. Sujet essentiel, la COP 30 ouvre ses portes au Brésil, donc 10 ans tout juste après la COP 21 à Paris, et eh bien le climat général, c'est la morosité.
Trump, pour qui le réchauffement climatique est la plus grande arnaque du siècle, et j'en passe, et des meilleurs. Mais vous nous dites non, il n'y a pas que du négatif. Non, il n'y a pas que du négatif, et c'est un peu un écho à ce qu'on vient de se dire. C'est vrai que c'est difficile de trouver la voie de la raison entre les négationnistes, Trump qui vous dit que le réchauffement climatique est une vaste arnaque. Bon, il faut être idiot pour dire ça. Surtout quand on voit ce qui se passe en Californie chaque été, c'est pas au bout du monde, hein, c'est chez lui. D'un côté des négationnistes, de l'autre côté des alarmistes qui vous disent on est foutu, le monde brûle et c'est terminé. Donc on a cette COP qui s'ouvre à Belém, qui est une ville brésilienne de 3 millions d'habitants. On est en pleine forêt amazonienne au Brésil, dans un pays qu'on présente d'ailleurs éventuellement comme un lien entre les pays les pays très développés, les pays très industriels, pollueurs, si vous dire, pour dire les choses simplement, et les pays du Sud. Alors on peut toujours se bercer d'illusions, se fixer des objectifs intouchables, inatteignables. C'est peut-être une des raisons de la désillusion qu'il y a autour de ce débat consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne fait pas avancer la protection de notre humanité. On a des objectifs trop ambitieux. Oui, écoutez, on a mis tout le XXe siècle à polluer le monde pour des raisons économiques, et on va mettre tout le XXIe siècle à le dépolluer d'une certaine façon, ou à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on a ce combat qu'il faut engager sur le terrain politique. Vous avez d'un côté Trump qui dit drill baby drill, creusons, enfin forons. Hein, c'est le recours aux énergies fossiles. De l'autre côté, vous avez des raisons d'espérer aussi. La Chine, par exemple, qui est en train de se convertir. La Chine, c'était l'enfer climatique des dernières années. L'atmosphère dans les villes était absolument irrespirable. Et si les Chinois ont engagé une transition d'abord vers le nucléaire, il y a beaucoup de centrales nucléaires, mais aussi vers les énergies renouvelables, vous avez des centaines de milliers de kilomètres carrés de ce qu'on voit à l'antenne, là, des fermes solaires qui vont produire une électricité qui sera décarbonée, parce que la Chine, c'est évidemment la bande côtière qui est très développée, l'arrière-pays qui est très industriel, et puis toute cette partie qui est aujourd'hui faite de territoires ou désertiques ou de montagnes, qui servira de réservoir à énergie propre. Donc, en réalité, on voit bien que l'objectif, ça doit être d'abord de se protéger du réchauffement climatique, en même temps que nous luttons contre le réchauffement climatique. Moi, je pense que on aura une bonne COP si on obtient deux résultats, si on a deux réponses sur des sujets essentiels. D'abord, comment préserver les océans et les forêts. Ce sont les deux capteurs principaux de CO2 dans le monde, piège à carbone, si vous voulez. Alors, on a un mouvement de déforestation qui est en recul. Il y a quand même peu de... Il est en recul. Oui, il y a peu... La déforestation se poursuit, mais elle avance beaucoup moins vite. C'est moins 11% au Brésil notamment, en Asie aussi, en Afrique, qui sont des territoires très boisés. Alors, c'est pas toujours très satisfaisant. J'admets que les résultats paraissent un peu homéopathiques par rapport à l'enjeu, mais enfin, quand on a de bonnes raisons, il faut s'en satisfaire. Alors pour parvenir à cet objectif, la COP a imaginé un outil de financement qui serait une espèce de fonds indiciaire, de fonds obligataire de l'ordre de 125 milliards d'euros, qui donnerait des résultats, qui produirait des revenus à hauteur de 3 à 4 milliards d'euros. Ce serait son rendement annuel, qui serait investi dans les pays qui sont consacrés, enfin qui sont concernés par le sujet et qui doivent protéger leur forêt, l'entretenir et la protéger. Donc si on parvient à ça, ce sera un premier bon résultat. Deuxième élément, et c'est un peu une des questions clés, c'est comment on fait pour aider les pays du Sud à affronter, d'où à la fois le dérèglement climatique, mais à lutter aussi contre le réchauffement climatique. Parce qu'ils nous disent, vous avez pollué tranquillement, vous avez foré tranquillement pendant un siècle et demi, maintenant vous nous dites ne faites pas la même chose. Alors là, il faut accepter cette idée que d'abord ils ont droit au développement. Ça, c'est le premier point. Ils ont droit au confort, à la modernité, à l'énergie. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de financer la transition vers des modèles qui sont un peu moins carbonés, notamment les pays du Sud. Donc, il faut qu'il y ait un engagement des riches. Si on veut s'en sortir, il faut tout à la fois protéger l'acquis, donc les océans, les forêts. Il faut qu'il y ait un engagement des riches aussi en faveur des pays les plus modestes, au moins au nom des folies du passé. C'est ce que vous évoquez, mais aussi parce que il faut admettre cette idée qu'il n'y a pas de frontières dans le monde. C'est-à-dire que si on réchauffe à un endroit, ça a nécessairement des conséquences à un autre, et on ne peut pas imaginer un monde qui serait à moitié
réchauffer un monde qui serait à moitié sauvé. Et c'est la raison pour laquelle la solidarité nationale est absolument indispensable. Abnouz, votre parti pris international, la BBC en pleine crise. Alors on dit souvent que l'information c'est essentiel aux démocraties. On pointe du doigt les réseaux sociaux et on vante les mérites du service public et on a raison. Mais parfois les services publics partent complètement en vrille aussi. Enfin, on les vend de moins en moins et ce n'est peut-être pas sans raison. Tim Davie, directeur général de la BBC depuis 5 ans, et Deborah Turness, sa directrice de l'information depuis 3 ans, ont tous deux démissionné après la révolution d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump, mais aussi d'avoir usé d'un biais anti-israélien sur la BBC en langue arabe, mais aussi sur BBC News qui est en langue anglaise. Tout a commencé avec la remise d'un rapport interne de Michael Prescott, ancien conseiller externe du comité des normes éditoriales de la BBC. Il avait été engagé pour fournir des conseils indépendants sur les standards journalistiques. Donc lui, il fait le boulot, il remet le rapport en janvier 2025 qui révèle, je cite, j'y reviendrai, des problèmes graves et systémiques concernant la neutralité de la BBC. Le rapport est resté caché, on a fait comme s'il n'existait pas, comme on sait faire dans les grandes institutions, et ça a commencé à fuiter en août 2025, et là, depuis quelques jours, c'est... en gros, maintenant, on a accès à quasiment tout le rapport, donc c'est la cata. C'est le cœur de cette tromperie, c'est un montage d'un discours de Trump qui se trouve dans un documentaire diffusé sur BBC une semaine, c'est pas innocent, avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 et intitulé Trump a Second Chance, Trump une deuxième chance, et documentaire qui n'est plus disponible, qui était jusqu'à ces derniers jours encore disponible, malgré le mensonge. Alors, tout d'abord, on va faire ça très pédagogiquement, comme les indispensables. On va faire les 2 extraits, je vais vous montrer les 2 extraits du discours, des phrases que Donald Trump a tenues. Premier extrait, on est le 6 janvier 2021, c'était juste avant l'assaut du Capitole, on écoute Donald Trump. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Voilà, premier extrait, voilà. 50 minutes plus tard dans le discours, parce que vous connaissez la logorée trumpienne, c'est pour ça que personne ne parle de Trump, c'est qu'il se passe beaucoup de mots dans ces discours. 50 minutes plus tard, dans le même discours, deuxième extrait. And we fight like hell. Voilà, on est d'accord. C'est 2 phrases ont été dites à 50 minutes d'intervalle dans le même discours du 6 janvier 2021, avant l'assaut du Capitole. Et maintenant, le montage du documentaire qu'a fait la BBC. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight like hell. On a un problème. Oui. Ouais. Donc ils ont associé 2 extraits qui n'ont en fait pas de lien direct. Non, ils ont fait croire nous marchons pour nous battre. Et là, ce que ça sous-entend, c'est qu'il n'y a aucun doute, c'est que Trump dit qu'il va marcher avec ses partisans vers le Capitole pour se battre comme des diables. Seulement, il retire le parti où il dit on va cheer on, c'est-à-dire encourager quand même pacifiquement nos sénateurs, nos représentants. Alors, dans ce discours, vous savez, il a appelé quasiment à pendre son vice-président Mike Pence. Il a eu des espèces de moments de pic de violence. Cette élection a été volée, il ne faut pas laisser faire. On y va les gars, avec un côté testostéroné à fond, mais en même temps on va les convaincre parce que l'Amérique, la démocratie c'est pacifique. Dans un discours de Trump, il y a toujours à boire et à manger, et ça faut toujours le garder en tête. Mais vu ce qui s'est passé après, les images du Capitole, le fait combien il y a eu de commissions parlementaires, juridiques pendant toute la présidence de Joe Biden pour réfléchir à ce qui s'est passé. On sait, par exemple, avec certitude, on en a parlé ici, on a décrypté les minutes qui ont suivi ce discours, que Donald Trump a sciemment retardé le moment d'appeler au calme. Ça, on a des témoignages de tout le monde, on le sait. Est-ce que c'est pas déjà assez grave en soi? Est-ce qu'on n'a pas déjà, sincèrement, de quoi se mettre sous la dent quand on n'aime pas Trump, quand on déteste Trump, quand on vomit Trump? Je veux dire, il y a de quoi faire avec la réalité. Quel besoin de diaboliser à ce point-là Donald Trump en manipulant son discours et finalement lui offrir une victoire éclatante? Parce que c'est ça la réalité. Parce qu'il triomphe aujourd'hui, du coup. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? La preuve concrète que les médias mainstream falsifient l'information contre lui, ce qu'il n'a cessé de répéter. Et à partir de maintenant, dès qu'un média comme il faut, en plus, comme il faut, on parle de la BBC, le média public le plus prestigieux au monde. Dès que quelqu'un
va lui dire non mais attendez, vous avez dit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, preuve, machin, documentaire, reportage, roulement de tambour, il va dire attendez, ma théorie des fake news, elle est validée par la démission des 2 boss de la BBC, et que je sache, la BBC, c'est votre Bible catholique. On est d'accord, ça s'appelle pas une victoire, évidemment. Et donc évidemment, Trump ne s'est pas privé de clamer sa victoire. Alors là, je peux pas empêcher en majuscule. C'était le 9 novembre. Voilà ce qu'il dit, les majuscules sont importants. Les dirigeants de la BBC, y compris Tim Davie, le patron, démissionnent, tous sont virés, évidemment, parce qu'ils ont été pris en flagrant délit de falsification de mon très bon discours parfait du 6 janvier. Ce sont des gens très malhonnêtes qui ont essayé de fausser l'élection présidentielle, une chose terrible pour la démocratie. Et là, sincèrement, on répond quoi, nous ? On fait quoi ? Il a tort, là ? Bon, outre les parfaits, les majuscules, les machins, mais il y a eu falsification. Donc, j'ai pas le temps de revenir. Il faudrait faire un deuxième parti pris sur les autres, la neutralité non respectée. Mais voilà ce que dit Michael Prescott. Il est difficile de conclure autrement que BBC arabique, donc BBC en langue arabe, a cherché à minimiser la souffrance israélienne et à présenter Israël comme agresseur. Et on a des chiffres, parce qu'il a tout décrypté. On a des trucs, franchement, 0 article sur les otages israéliens sur BBC en langue arabe, contre 19 pour BBC News, donc en langue anglaise. 0, je dis bien 0 article critique du Hamas en arabe, contre seulement 4 en anglais. Présence systématique de journalistes ouvertement antisémites sur les chaînes, relais de propagande du Hamas sans aucune vérification, refus obstiné d'utiliser le terme terroriste. Enfin, la BBC, je veux dire, même ado, on se disait quand même la BBC, c'est quand même une référence absolue. Ouais. Je veux dire, toute la couverture d'une guerre aussi grave, aussi sanguinaire, aussi difficile à analyser que Israël-Hamas, qui est réduit à une couverture partisane, et le summum, quelqu'un comme Trump, avoir besoin d'en rajouter alors qu'on a déjà de quoi faire, et d'utiliser ces méthodes qui finalement se retournent contre vous. Enfin, je veux dire, mais moi, ça me fait mal au cœur, vraiment. C'est un peu comme si la fin justifiait les moyens. Eh ben non, on a la preuve. On déteste Netanyahou, la fin justifie les moyens, on déteste. Eh ben ça marche avec personne. Ça marche avec personne. Et vous savez, cette idée de il faut casser des œufs pour faire une omelette. Je suis désolée, mais c'est une vaste bêtise. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Loin de moi l'idée de. Non, mais voilà, mais il faut arrêter avec ça. Merci beaucoup à vous 3 pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.